Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce septième rendez-vous simulation de l'espace ressources simulation en santé, qui est aujourd'hui sur la simulation numérique. Et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Grandry, qui nous parlera des définitions et intérêts pédagogiques de la simulation numérique. Et puis, nous accueillerons ensuite le professeur Collomb du CHU de Nice qui nous présentera un exemple de simulation numérique avec le projet SimuBloc 360 degrés. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole au professeur Grandry. Merci. Merci Solène, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Bonjour à tout le monde et bonjour aussi à Rémi, que je n'ai pas eu l'occasion de voir tout de suite là. Je vais donc vous parler pendant environ 25-30 minutes, on laissera un peu de place aux questions, de la simulation numérique en santé. Alors, pourquoi s'intéresser à la simulation numérique, allez-vous me dire? Parce que en fait, cette simulation numérique prend un essor considérable et je dois vous avouer que je m'y suis intéressé particulièrement pour m'être intéressé aux autres métiers que ceux de la santé. Et en particulier, ce numéro de l'usine nouvelle de 2019 avait été un peu une révélation pour moi, puisque ce numéro abordait la simulation dans beaucoup de métiers, comme vous voyez, l'énergie, la chimie, la physique, etc. Et les conclusions des spécialistes de ça disaient que c'était capital pour le développement de leur métier, de leur industrie, parce qu'on était hors du monde réel, mais ça permettait beaucoup de choses, en particulier d'accroître la performance et l'efficacité. Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais enfin, l'idée générale de ce numéro, et il y en a eu d'autres depuis, c'est de dire que la simulation est vraiment une méthode d'avenir, et pas seulement dans la santé, mais en particulier dans la santé. Puis je vais essayer de vous convaincre de ça. Alors, quelques définitions, parce que j'aime bien définir les choses pour en parler. Alors, j'ai beaucoup cherché les différentes définitions de simulation numérique, etc. Et puis, en fait, je me suis aperçu que la définition qu'on avait faite avec Marie-Christine Moll dans le rapport HS 2012, je l'ai reprise. Je l'ai reprise simplement en ajoutant au départ utilisation des technologies du numérique pour reproduire, etc. Parce que j'ai pensé que c'était la meilleure façon de décrire ce qu'on faisait en simulation numérique en santé. Et puis j'ajoutais à ça quand même un point important dont on parlera peut-être pas aujourd'hui, mais qui m'intéresse tout particulièrement en ce moment, c'est la notion de jumeau numérique. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que on reproduit numériquement soit une machine, soit une structure, un hôpital entier, un environnement, etc., voire une personne. Tout ça, ce sont des jumeaux numériques et ça prend encore une fois un effort considérable. Si vous voulez, on en parlera vers la fin. Alors, très rapidement, pour vous parler, qu'est-ce que la réalité virtuelle? Vous le savez, mais vous voyez, en fait, c'est interagir avec un environnement en 3 dimensions. Et ce qui est important à dire en réalité virtuelle, c'est que soit vous êtes devant un écran, soit vous avez des interfaces, comme la photo de droite que vous voyez peut-être, un casque, des gants connectés, etc., soit un endroit spécifique qu'on appelle une cave. Et puis la réalité augmentée, vous savez aussi ce que c'est, enfin, vous connaissez ça, on ajoute à la réalité des choses extérieures, on superpose des modèles 2D, 3D en temps réel. Et ça, je vais vous montrer quelques exemples d'applications en médecine et en formation qui sont assez intéressantes. Et puis, enfin, dernière définition, je ne vous en mettrai pas plus, c'est la notion de jeu sérieux ou de serious game. Alors, moi, je suis un peu dubitatif pour ça, parce que Julien Alvarez, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est un des spécialistes français des serious games, dit dans sa définition que ça associe des aspects utilitaires, et c'est le mot serious, et il entend par aspect utilitaire l'enseignement, l'apprentissage, la formation, en fait la communication, etc., avec des ressorts ludiques. Alors moi, ça m'a perturbé, ça, parce que je voulais savoir exactement ce qu'il en était. Et dans son papier déjà de 2008, il a fait un tableau extrêmement intéressant qui dit il y a les jeux vidéo, il y a les serious games qui sont à la fois donc ludiques et utilitaires, et puis à côté, il y a les applications purement utilitaires.
Et moi, je dois vous avouer que c'est cela, en fait, qui nous intéresse particulièrement en santé, parce que j'avais l'habitude de dire que la santé n'est pas un jeu et qu'on peut jouer un peu pour apprendre des petites choses en s'amusant. Mais aujourd'hui, la simulation numérique en santé, ce n'est pas ça. Et je préfère qu'on parle, mais tout ça, ça va se discuter parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce travail que je vous présente aujourd'hui est préliminaire dans la mesure où on est en train de refondre le guide de bonne pratique qui date déjà de 10 ans, puisqu'il est paru en 2012, même si on a travaillé bien avant. Et ce travail aujourd'hui est, je dirais, une ébauche de ce qu'on va faire dans le prochain guide de bonne pratique. Et en particulier, il y aura toute une partie consacrée à la simulation numérique. Et comme je suis responsable de cette partie, c'est un peu aujourd'hui ce que je vous présente. Alors après, je me suis posé plusieurs questions. La première, c'était est-ce qu'il y a des sites qui recensent tous les serious games santé ou toutes les applications numériques santé? Alors, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont absolument pas exhaustifs, hein. J'ai mis celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et justement, je voulais demander aussi à la Haute Autorité de Santé de faire peut-être un recensement des différentes applications numériques en santé. Et ça me paraît très important. Voilà quelques exemples pour vous montrer, mais que vous connaissez déjà. Ça, on est du côté gauche de mon schéma, hein, la simulation numérique en santé au service du patient ou du grand public. Il y a beaucoup d'applications, beaucoup de serious games cette fois, parce que là, on peut parler de serious games, free dive, un autre. Mais ce qui est intéressant à noter là, j'ai mis ça parce que j'avais été frappé par l'intérêt des enfants en non-cours pédiatrie devant leur ordi, essayant d'apprendre leur maladie, etc. C'est absolument passionnant. Simplement, la remarque que je voudrais faire ici, c'est que ces serious games sont essentiellement financés par les laboratoires. J'ai fait, alors je n'ai pas mis fait de diapo, mais il y a au moins 20-25 labos qui ont fait des applications numériques jeux, hein, des serious games, pour les patients et leurs familles et grand public. Alors c'est intéressant hein, parce que ça apporte des trucs, mais ça, à mon sens, ça n'est pas pour les professionnels. Alors voilà d'autres exemples qui sont bien connus, Staying Alive et Pas de panique. Là, en bas à gauche, vous voyez ce qui a été largement utilisé dans les écoles d'infirmières pour le contrôle sanguin. Je passe sur tout ça. Alors, on a vu un progrès indiscutable, et là, je donne des exemples de l'équipe du Kremlin-Bicêtre, hein, qui, en particulier Antonia Blanier, qui a beaucoup travaillé sur les cas cliniques. Et vous voyez, par exemple, les cas cliniques qu'elle a. Alors là aussi, moi, ils appellent ça serious game, mais je vais dire, Antonia, que je ne suis pas tout à fait d'accord, et c'est pour ça que la discussion va peut-être être un peu pas rouleuse, mais enfin, on va discuter. Mais les cas cliniques, par exemple, ils ont développé hémorragie post-opératoire, déshydratation en pédiatrie, trauma crânien, etc., pour les étudiants infirmiers. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, mais ils sont très bien faits, très intéressants, assez bien développés. Mais là, il ne s'agit pas du tout de jeu, hein. Il s'agit vraiment de cas cliniques bien construits. Deuxième exemple, dans les consultations virtuelles. Alors ça c'est un laboratoire qu'on a travaillé. Alors oui, je voudrais vous dire aussi que je n'ai pas de conflit d'intérêt parce qu'on a développé les consultations virtuelles avec Sim4Health, que vous connaissez peut-être. Mais moi, Sim4Health, je les ai connus il y a 10-12 ans et on a travaillé avec eux, mais sans aucun rapport financier, puisqu'on a développé ensemble ces applications numériques et il n'y a pas eu d'argent entre nous, donc pas de conflit d'intérêt. Mais là, vous voyez, ce que vous avez vu peut-être, ces consultations ont beaucoup évolué depuis. Et c'est très bien fait parce qu'il y a des zones, alors là encore, mes diapos sont déjà un petit peu anciennes, datent de 3-4 ans. Depuis, il y a eu beaucoup d'améliorations. On peut faire des examens, on peut examiner le cœur, on peut examiner les poumons. Et oui, il y a des questions posées. Et puis, on demande votre diagnostic. Tout ça, je vais vite, mais vous pourrez aller voir sur Internet. Il y a des choses, c'est extrêmement bien fait. Et là encore, et demain, je crois que ça commence déjà, on pourra discuter avec le patient en consultation virtuelle. Ce que, quand on a commencé ce travail, c'était évidemment pas envisageable. Alors là, un autre exemple de réalité augmentée. Ça, c'est des diapos que j'ai eu de collègues chirurgiens.
à partir des images de scan d'IRM, c'est reconstruit et on peut superposer en préopératoire les images pathologiques du patient pour savoir exactement où il faut aller, etc. Et puis là, je vous passe les détails parce que ça peut être beaucoup plus précis dans certaines tumeurs, en particulier les tumeurs hépatiques, avec l'équipe de Strasbourg qui travaille sur le sujet. Alors, cette simulation numérique en santé, évidemment, elle a des limites et que je vais vous en parler très rapidement. Les questions posées, c'est quoi? C'est l'intégration dans les préopérations. On le fait quand, la simulation numérique? En plus, ce cahier des charges, lorsqu'on veut se lancer dans une application, le coût, la formation des formateurs, l'évaluation, les aspects éthiques. Alors d'abord, quand est-ce qu'on peut faire de la simulation numérique? Alors cette diapo est déjà quelques temps. Au départ, on s'était dit, bon, entre les connaissances théoriques de départ et la pratique clinique et les stages hospitaliers ou cliniques qui sont vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, il ne faut pas rêver. Mais enfin, ça dépend encore que ça se discute aujourd'hui parce que s'il n'y a pas de tutorat, ça peut être catastrophique. Donc, la simulation numérique, on avait placé ça un peu au milieu. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le mettre à tous les niveaux, y compris dans les connaissances initiales. Et ça me paraît une chose très importante. Donc, mais ça reste à discuter. Et justement, j'envisage dans ce projet HAS là de discuter où inclure cette simulation numérique dans la formation initiale et continue, bien entendu. Et continue. Deuxième point, question posée, c'est le cahier des charges et le coût quand on veut se lancer là-dedans. Alors, le cahier des charges, il y a assez peu de choses dans la littérature. J'ai trouvé cette image dans le white paper des Serious Games, mais enfin qui est très simple, très simpliste. Alors, les cahiers des charges existent chez les industriels, indiscutablement. Hein, ils existent, ils sont même très détaillés, mais on n'y a pas accès la plupart du temps. Hein. Et là encore, je voudrais me faire aider de la Haute Autorité de Santé pour développer un cahier des charges type qui permette de discuter avec l'industriel et de ne pas se faire imposer des choses. Vous voyez, étape analyse, étape de conception, production, diffusion, évaluation avec la phase test, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que si on parle du coût, eh bien, le développement d'une application numérique en santé, le coût moyen aujourd'hui, c'est aux alentours de 250 300 000 euros, si on veut quelque chose de très correct, évidemment. Hein. Alors, vous imaginez que les laboratoires, par exemple pharmaceutiques, eux, sont prêts à dépenser 400 voire 500 000 euros. Alors, on est obligé de travailler de toute façon avec ces industriels, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc, on ne peut pas se faire imposer certaines choses. Et ça aussi, il va falloir qu'on en discute sérieusement avec les autorités pour savoir d'abord qu'on nous donne des cahiers des charges précis et ensuite qu'on discute le partenariat, le coût, etc. Alors bon, je passe vite là-dessus, c'est des modèles d'évaluation de jeux sérieux ou d'applications numériques qu'il faut adapter. Ça aussi, nous allons travailler ça pour pouvoir les évaluer, savoir s'ils sont utiles, à quoi servent-ils, est-ce qu'ils ont un intérêt. Voilà. L'autre point, l'autre question posée, je vais assez rapidement puisque je voudrais vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire, sur la formation des formateurs. Alors ça, c'est un point très important. Parce qu'aujourd'hui, les simulations numériques, on se dit oui, tiens, on va se lancer là-dedans, etc. Oui, c'est intéressant. Et dans beaucoup de centres, etc., on se dit, allez, allons-y. Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut que les gens connaissent bien les technologies numériques. Il faut savoir les outils de simulation numérique à notre disposition. Il faut connaître le bon usage et les bonnes pratiques, ce qui n'est pas évident du tout parfois. J'exagère peut-être un peu, mais enfin, on a connu ça aussi au départ de la simulation. Hein. Il y a 10-15 ans, les gens disaient oui, mais moi je fais de la simulation depuis 15 ans, je sais faire depuis 20 ans. Mais en fait, on s'aperçoit que les gens n'avaient pas la méthodologie. Et bien, pour le numérique, c'est exactement pareil, c'est spécial, entre guillemets. Le débriefing n'est pas tout à fait le même parce que, bon, on assiste à l'application numérique, mais après, il faut en discuter, il faut savoir quelles étaient les intentions des concepteurs. Et puis, dans beaucoup de ces applications numériques, il y a des feedbacks. Oui, il y a des feedbacks, c'est sûr, mais qui ne sont pas des débriefings. Donc ça, il faut apprendre ça et s'en servir.
Et puis enfin, oui, les méthodes d'évaluation, ça c'est un intérêt très intéressant, je crois que je l'ai évoqué dans les autres métiers. Ça permet des évaluations aussi numériques. Et c'est hyper intéressant parce que la plupart du temps, les évaluations sont incomplètes, mal faites, etc. Alors que la simulation numérique permet des évaluations précises et on peut vraiment les exploiter de façon beaucoup plus satisfaisante. Et puis, dernier point, mais il y en a d'autres, hein, c'est envisager les évolutions, parce que vous imaginez bien comme en médecine, tout évolue, et encore en ce moment de plus en plus vite. Hein. Donc, si vous avez une application numérique qui vous a coûté 100, 150 000 euros, j'en sais rien, et que l'industriel vous demande encore la même chose pour adapter les évolutions thérapeutiques, examens complémentaires, etc., non, ça ne le fait pas. Donc, il faut faire vraiment un projet construit et vraiment réfléchi. Alors, l'autre point très important, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que si ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine, quoi. Eh bien, je vais vous montrer deux ou trois exemples quand même qui sont quand même assez enrichissants pour l'instant. Parce que pour tout vous dire, pour vous donner mes réflexions personnelles, il y a 10 ans, je ne croyais pas trop à la simulation numérique, personnellement. Hein. Et puis, au fil des ans, travailler avec justement les spécialistes, etc., je me suis dit, c'est quand même pas inintéressant pour le plus grand nombre, pour tout ça. Et aujourd'hui, et vous allez voir, on est à un point où ça équivaut à peu près à, enfin, c'est même mieux que la simulation classique, que la formation classique. Et je pense que dans les années qui viennent, ça va sûrement être la méthodologie de référence, je pense. Je me trompe peut-être, mais voilà. Un exemple là, toujours Antonia Blagnier du Kremlin-Bicêtre, qui m'a prêté gentiment ses diapositives. Elle a comparé deux groupes, alors elle appelle ça toujours les jeux sérieux, elle, alors que je ne suis pas d'accord, vous avez bien compris. Elle a comparé deux groupes applications numériques en santé et groupes traditionnels avec du papier, des polycopes, etc. Elle a fait un test 1 immédiatement après la session, vous voyez, avec des TCS, tests de concordance de script, qui sont des choses très sérieuses, hein, on peut leur faire confiance. Et puis, le raisonnement clinique par auto-questionnaire, etc. Et puis, test de rétention à 1 mois. Alors, les résultats, vous voyez, dans le groupe jeu sérieux, ou application numérique, c'est bleu. Le groupe sans, c'est gris. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence immédiatement et à 1 mois. Par contre, et vous allez voir que c'est pareil pour d'autres choses, la satisfaction globale de la formation est supérieure, la motivation est supérieure, et on retrouve ça très souvent. C'est-à-dire que la satisfaction et la motivation et la recommandation à d'autres étudiants, c'est indiscutablement, les étudiants sont intéressés par les applications numériques. Je vous ai mis, je me suis senti obligé de le mettre, puisqu'on a fait ce travail quand j'étais encore au Centre de simulation en santé d'Angers, avec Souil Lebdaï, qui est maître de conf en urologie. Et on avait comparé à l'époque les étudiants en médecine, en urologie, cas clinique numérique comme ceux que je vous ai montrés versus cas clinique classique, papier, etc. Et là encore, les résultats sont assez intéressants puisque en termes d'efficacité, d'immersion, de réalisme, etc., les étudiants étaient très satisfaits par le numérique. Et là, une petite chose supplémentaire, si vous avez l'occasion de lire ce papier, c'est que les notes qu'ils ont obtenues aux écoles étaient supérieures au groupe témoin. Donc, mais on est parmi les rares travaux à avoir montré ça, en sachant que les autres travaux qui ont été faits sur le sujet, en voilà 2, c'est très variable hein, dans les papiers décrits. On a des groupes différents. C'est un peu, il faut vraiment que la publication soit extrêmement bien montée et fiable. Là, je vous en ai mis 2, une de 2021 de l'équipe de Montréal, en fait de plusieurs hôpitaux de Montréal, hein, qui retrouvent à peu près la même chose, qui retrouvent vraiment les étudiants ne sont pas plus performants, ils ne retiennent pas plus d'informations, mais par contre, ils sont ravis de ce genre de formation. Et je pense, ça c'est une idée personnelle, encore une fois, je pense que dans quelques temps, ils vont être sans doute plus performants parce qu'il y a des travaux qui commencent à apparaître sur l'implication cérébrale de la réalité virtuelle. Bon, un autre travail tout à fait intéressant, encore des Canadiens qui travaillent beaucoup sur le sujet.
Alors en fait, si vous voulez, en ce qui concerne l'efficacité de cette méthodologie, si je reprends le modèle de Kirkpatrick qu'on avait décrit, enfin, comme beaucoup d'autres dans les débuts des années 2010, on est toujours au niveau 2. Toujours au niveau 2. Vous savez que la simulation, on a très peu montré les applications au niveau 3 et éventuellement niveau 4. Ça a été montré pour certaines situations, certaines simulations procédurales en particulier. Mais là, je parle en général, parce qu'il y a sûrement des applications numériques qui vont nous faire progresser, qui vont passer du 2 ou 3. Mais aujourd'hui, globalement, on reste au niveau 2, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément mieux que la simulation classique. Alors, dernière, je pense qu'il me reste 2 minutes. Il y a des aspects éthiques indiscutables dans la simulation numérique en santé. Alors, je ne vais pas tout vous développer parce que ça fait l'objet d'une discussion à part entière, mais je voudrais simplement vous donner un exemple qui est très parlant en termes de recueil de données et d'exploitation des données. Dans le centre, nous avions des simulateurs chirurgicaux assez performants, comme dans beaucoup de centres aujourd'hui. Et en fait, on a réalisé, à tort et un peu tardivement, que toutes les données des étudiants ou des internes ou des médecins qui s'entraînaient sur ces simulateurs étaient transmises en fait chez l'industriel. Et ça a été, nous, je pense qu'il n'y a pas eu de conséquences, mais dans un endroit que je ne nommerai pas, les performances des internes en chirurgie ont été recueillies, exploitées, à tel point que ces données ont permis de recruter les meilleurs internes, ceux qui étaient les plus performants, pour les recruter dans des endroits spécifiques, si vous voulez ce que je veux dire. Et moi, j'ai demandé à l'époque, ça fait déjà quelques années que je me suis aperçu de ça, j'ai demandé à l'industriel de me donner un papier comme quoi il s'engageait à ne pas exploiter les données des différents simulateurs, et je ne l'ai jamais eu. Donc, ça veut dire que surtout, dans ces simulateurs, en partie chirurgicaux, mais pas que, il ne faut absolument pas mettre les noms des étudiants ou des professionnels de santé qui travaillent dessus. Il faut que ce soit un code et être extrêmement vigilant sur ce sujet-là. J'insiste lourdement là-dessus parce que, évidemment, c'est le problème du numérique. C'est le problème de Netflix qui connaît tout de vous, etc. Donc, ça, mais je crois que, bon, heureusement, c'est peut-être difficile de lutter contre ça. Enfin, il faut peut-être essayer de faire quelque chose quand même. Bon, et en conclusion, je dirais que aujourd'hui, je dis bien, la simulation numérique en santé n'est qu'un complément à la formation globale. Elle doit s'intégrer au mieux dans un cursus, et je vous ai dit qu'on allait essayer de travailler savoir, mais je pense qu'il faut à toutes les étapes de la formation. C'est parce que non, j'ai une conférence à 13h30. Elle doit être évaluée, ça c'est sûr, on doit l'évaluer et évaluer de façon fiable, numérique aussi. Les formateurs doivent être formés à cette technologie, et si j'insiste lourdement, ne pas se lancer là-dedans sans formation. Et je pense d'ailleurs que je vais en discuter, mais dans les DU attestations, il faut qu'il y ait un chapitre spécifique aux technologies numériques. Le débriefing, de toute façon, le cœur de la simulation doit toujours être réalisé et correctement, et puis connaître les limites et les risques dont je vous ai donné simplement un exemple. Voilà. Donc, j'avais dit que je vous dirais juste un petit mot des jumeaux numériques. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer de façon considérable. Dans les autres métiers aussi, dans le nucléaire, dans l'aéronautique, partout, les jumeaux numériques sont une méthode de formation énorme. J'ai fait un petit papier là, sur le sujet qui est paru justement dans le cadre de Calirel, là, la RACIMS. Bon, il y a quelques pages, si vous avez l'occasion de lire ça, vous me direz. Je vais montrer quelques exemples. Mais à mon avis, c'est aussi un avenir important de la simulation numérique en santé. Donc voilà, je vais maintenant peut-être laisser la parole à Rémi Collomb qui va vous donner un exemple de réalité mixte. Enfin, j'espère que Rémi va être d'accord pour parler de réalité mixte. Et son exemple est particulièrement intéressant et je le remercie d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, nous pourrons recueillir l'ensemble des questions à la fin des deux interventions. Comme ça, nos deux intervenants pourront y répondre. Alors.
Merci beaucoup, docteur Collomb. Professeur, c'est juste docteur, mais ça suffit largement. L'idée, merci Jean-Claude pour cette invitation et pour la présentation. On n'avait pas échangé les diapos, mais vous verrez, on est tout à fait en phase, ce qui nous permettra de rebondir un peu et de faire une présentation augmentée. Donc là, je vais vous présenter la simulation numérique à travers un retour d'expérience d'un projet qu'on appelle SimuBlock 360. La suivante. S'il vous plaît. Donc là, dans le parcours, je n'ai pas mis le côté Serious Game. Alors, moi, je travaillais aussi sur le côté santé environnement au niveau des enfants scolaires. Donc, on avait fait des Serious Games sur ça en 2006. Donc, à l'époque, c'était vraiment innovant. Mais effectivement, ce n'était pas de la simulation, c'était plutôt une approche pédagogique, je dirais, classique. Mais les Serious Games sont aussi adaptés en pharmacie, notamment, où ils ont fait tout ce qui est officine virtuelle en termes de formation, où ils mixent finalement des cas cliniques, mais aussi la gestion d'officine, notamment à Lille ou dans le Grand Est, ça peut être effectivement intéressant. Nous concernant à Nice, donc on avait commencé la simulation en 2013 sur tout ce qui était pharmacotechnie, donc notamment les fabrications des chimiothérapies, plus la partie bris de flacon, situation un peu exceptionnelle. La pharmacie clinique assez rapidement, aussi au niveau de notre société savante. Donc là, j'ai le plaisir d'animer le groupe Simulation, donc Société française de pharmacie clinique, et de manière transversale au niveau de la Sotra-Sims, créée par Jean-Claude. Et la simulation numérique, vous voyez beaucoup plus récemment pour nous. Je vous montrerai que des collègues pharmaciens s'y sont consacrés de manière plus précoce. Et là, on commence des simulations en management. Donc, ce n'est pas vraiment du domaine de la santé, mais ça reste quand même du personnel médical. La suivante. Donc là, je vais très vite. Effectivement, je me retrouve tout à fait dans l'arborescence de Jean-Claude en ce qui nous concerne en termes de réalité virtuelle mixte 360. Donc l'idée, pourquoi finalement, pourquoi comment, donc, dans le côté pourquoi, vous savez que la prise en charge médicamenteuse, c'est un processus qui est complexe, parce qu'il y a plein d'interfaces, différents acteurs, des médicaments à risque. Donc de toute façon, ça fait partie des compétences de base, entre guillemets, de tout professionnel de santé, qu'on soit junior, senior. Et le bloc opératoire en lui-même est une zone à risque, bien évidemment. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce périmètre. Et de manière tout à fait classique, l'objectif, c'est de mixer finalement et d'aboutir aux compétences qui est un ensemble finalement de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Donc, la simulation, je passe rapidement, elle a largement montré son efficacité. Il y a pas mal de travaux effectivement sur le niveau d'impact si l'environnement est proche de la réalité. Et on trouve bien ce terme, bien évidemment, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et ça a été dit aussi par Jean-Claude en termes de limites finalement de la simulation, c'était finalement le petit nombre d'apprenants. Alors que si on se met avec une casquette institutionnelle, pour les établissements, quelle que soit leur taille, on souhaite quand même former un grand nombre de professionnels et, si possible, assez rapidement, mais aussi le côté traçabilité qui est important et qui peut être utile, on le verra dans l'exemple suivant. Donc, finalement, l'idée, c'est de faire une synergie de la réalité virtuelle, 360 qui est relativement simple comme technique. Finalement, on le voit maintenant dans les musées, lorsqu'on se balade ou autre, voir quand on achète un appartement, maintenant, c'est fait dans un grand nombre. Il y a beaucoup d'établissements également qui font leur présentation virtuelle, notamment Genève fait énormément de déplacements en 360. L'idée, c'est d'être vraiment dans un environnement le plus réel possible, mais quand même avec une interaction, et on sait que la simulation est intéressante lorsqu'il a justement une action réelle de l'apprenant. Et ce qui fait un peu notre caractéristique de notre projet, c'est finalement qu'on couple la vision réalité virtuelle à une vraie plateforme, finalement, ce qu'on appelle les LMS, qui permet finalement, les plateformes d'e-learning, de manière un peu plus simple, qui permet justement de tracer non seulement les réponses au quiz, mais aussi tout ce qui est finalement par quoi j'ai commencé. Donc, on a quand même pas mal d'informations potentielles via la base de données qui est gérée de manière institutionnelle. Donc, finalement, nos collègues qui ont créé la voie, c'est le groupe ADIF. Je pense que vous le connaissez. Donc, eux, ils se sont vraiment été les pionniers en termes de réalité virtuelle, avec tout d'abord, là, je vous ai remis le premier module historique, la chambre des erreurs, entre guillemets, où finalement, ils avaient numérisé donc, un établissement avec une chambre et avec le même système, c'est-à-dire on peut se déplacer par clavier ou avec le casque. Je reviendrai l'intérêt et limite du casque.
On peut très bien le faire au niveau d'un écran. Téléphone, c'est peut-être moins d'intérêt, mais en tout cas un écran ou une tablette. On peut se déplacer, cliquer, avoir des informations, interagir, mais il manquait un peu la plateforme d'e-learning derrière. Donc ça, c'est les premiers modules qui ont émergé à peu près dans les années 2016. Donc vous voyez qu'on commence à avoir un historique finalement de retour d'expérience au niveau pharmaceutique assez important. Donc là, finalement, on s'est dit en 2017-2018, donc vous voyez qu'il y a une certaine parenthèse liée au Covid, mais le projet a germé au niveau intellectuel, je dirais, depuis quelques années. Et finalement, on s'est dit, on travaille quand même de manière assez proche. Donc la DIF, qui est une association de pharmaciens, la SFAR, que vous connaissez bien sûr, la SFPC, donc pharmacie clinique, et la SOPRA-SIMS. Et finalement, on travaille tous de manière un peu en interface en termes de gestion des risques et simulation. Chacun avec des niveaux d'expertise supplémentaires. La DIF avec la réalité virtuelle. Nous, on avait fait 2 guides sur 2 recommandations sur les préventions des erreurs médicamenteuses, notamment tout ce qui était bloc et soins intensifs en 2016 et on a réactualisé en 2020. Et bien sûr, la SOPRA-SIMS, c'est un peu la Bible en termes de bonnes pratiques, en complément des bonnes pratiques de l'HAS. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'avoir un continuum. On retrouve tout à fait vous vous rappelez la diapositive de tout à l'heure, où mettre finalement la simulation. L'idée, c'était de se dire, finalement, on part des recommandations des sociétés savantes. On peut faire déjà des modules d'e-learning pour gagner du temps. On glisse la simulation virtuelle, numérique. Et ensuite, bien évidemment, il y aura la simulation classique, entre guillemets, mais qui peut aussi s'enrichir finalement des résultats de la simulation numérique pour améliorer les scénarios. Donc, vous voyez que c'est vraiment tout une boucle vertueuse. Et à la fin, bien sûr, analyser éventuellement des événements alarmes ou remèdes qui permettent de refaire des scénarios et ainsi de suite, ce qui permet donc d'avoir une vision globale. Donc, on a décidé finalement de travailler sur 3 parcours. Prise en charge médicamenteuse, comme je vous l'ai cité, la partie hygiène, bien évidemment très importante au niveau des blocs, mais aussi des questions un peu originales, le côté patient, j'y reviendrai, parce qu'en fait, souvent les patients, quand ils se font opérer, ils viennent à l'hôpital pour des interventions chirurgicales, grosso modo, c'est une boîte noire, source de stress. Et l'idée, c'est de se dire vraiment de leur expliquer un peu le côté parcours. C'est tout à fait aussi en synergie. Bien évidemment, c'est un projet collaboratif. Vous retrouvez les structures mères, entre guillemets, que je vous ai déjà citées. Le CHU de Nice qui a participé en termes d'équipe et côté financier. Le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine pour tout ce qui est volet hygiène. Europharmat pour les dispositifs médicaux. France Asso Santé pour le lien avec les patients. Et les 2 OMEDIT, Bretagne et Normandie, qui nous ont beaucoup aidés, et là aussi sans synergie, parce qu'en fait, ils travaillent actuellement sur des audits de blocs opératoires. Et l'idée, c'est de se dire, finalement, de se faire ping-pong. Notre outil peut former des auditeurs, les auditeurs relèvent des non-conformités, et nous, on va revérifier si on les a bien mis dans nos scénarios. Donc là aussi, en termes de positionnement de la réalité numérique, ça peut être intéressant. Donc, le côté visible de l'iceberg, donc là, c'est une vidéo initiale, ça a un peu changé depuis. Je n'ai pas eu le temps de la refaire. Donc, vous voyez un peu une connexion de manière tout à fait classique qui permet ensuite de tracer. Donc là, on a numérisé un des sites, un des blocs opératoires du CHU de Nice, l'hôpital de l'Archer. Vous voyez une balade très simple, différents parcours. Ce que vous voyez en rouge, les points, c'est ce qu'on appelle les points d'intérêt et qui permettent donc d'affilier, de donner soit des informations basiques, donc qu'est-ce que c'est, statique, je dirais, des vidéos. Et le gros avantage, tout à l'heure, j'ai mis une diapo justement comparaison simulation 360 via Serious Game, c'est que c'est très simple ensuite d'utilisation. Une fois que j'ai numérisé mon environnement, je peux changer très facilement les vidéos. Changement de pratique, changement de réglementation. J'estime que cette fois-ci, c'est maîtrisé. On peut très bien ensuite changer. Donc là, c'était l'opération. On est allé ensuite en salle de réveil. Donc, tout le personnel, c'est des vrais professionnels, anesthésistes, IBOD, IAD. Quand on remercie bien sûr vivement, c'est des vrais patients. Donc, nos patients partenaires. Et là où il fallait des cobayes pour rester longtemps sur le brancard, c'est les pharmaciens qui ont joué le rôle d'acteurs studio. Donc voilà, donc on peut changer, on peut rattacher, bien sûr, on est resté, j'y reviendrai sur le côté positionnement d'évaluation pour le côté quiz, mais comme je vous l'ai dit, on peut tracer le temps passé et d'autres informations qui peuvent être intéressantes. Bien évidemment, sur le côté parcours patient, l'objectif n'était pas de mettre des erreurs, c'était plutôt le côté descriptif.
mais aussi de valoriser d'hypnose. Donc là, c'est le côté un peu verbal qui permet, qui a été très efficace. Ça m'a tout à fait tranquillisé quand on a fait l'essai. Donc voilà à peu près pour vous montrer qu'est-ce que ça donne du côté visible de l'iceberg, mais en fait, tout le travail, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est dessous. La prochaine. S'il vous plaît. Voilà, donc ça s'est fait en 5 étapes. On est en simulation, donc élaboration de scénario, en respectant bien sûr les bonnes pratiques. On est parti des règles fondamentales de la sécurisation au bloc, mais aussi des bilans des non-conformités de nos différents établissements. Donc on était 4-5 établissements pour faire remonter la vraie vie, pour être sûr de coller à la réalité. Les 3 parcours, je vous les ai indiqués, et on a mis donc volontairement différentes erreurs, en sachant que de toute façon, quoi qu'on fasse, même de travail de qualité, il y aura des erreurs qu'on n'aura pas identifiées, des erreurs involontaires, et que les apprenants, avec leur œil affûté, nous feront remonter. Donc, on a numérisé donc, le bloc avec les différents acteurs. On a fait donc 26 points d'intérêt, associés soit une information, qu'est-ce que c'est, un détail, un zoom, la checklist, et ainsi de suite, ou un QCM. Ensuite, on a cette notion de débriefing qui a été déjà évoquée lors de la première intervention, qui est vraiment fondamentale. Et là aussi, on avance en marchant. Donc, il a une réponse automatique par rapport aux erreurs. Et bien évidemment, l'objectif, étant donné que c'est un outil qui peut se faire soit seul, soit en groupe, donc en direct ou de manière légèrement différée, de toute façon, il faudra faire un débriefing pour être réellement pertinent. Mais par contre, le formateur pourra avoir finalement les notes, en tout cas les écarts, et du faire un débriefing assez fin. Mais de toute façon, une vraie séance de débriefing, selon les bonnes pratiques, sera nécessaire. Alors, le retour d'expérience. Côté technologie, finalement, c'est plus le souci principal. Technologie 360 en 2022, je ne dirais pas que c'est la routine, mais c'est quand même assez simple. Bon, il faut connaître les bons professionnels. Donc, nous, on est reparti sur les professionnels qui travaillaient avec la DIF depuis 2016. Finalement, c'est assez accessible. On est loin des sommes des applications des Serious Games citées tout à l'heure. Grosso modo, c'est entre 5 et 10 000 euros en termes de captation. Donc, et le gros avantage par rapport aux Serious Games, où il faut quand même refaire, et on n'a pas la main parce qu'on n'est pas professionnel des Serious Games, il faut passer par les prestataires, donc c'est un peu galère chaque fois qu'on change les recommandations, des choses comme ça. Là, on a vraiment agilité, vous l'avez vu. Je garde mon environnement, j'enlève des erreurs, je les remets, je change de vidéo, et c'est vraiment très simple. Bien évidemment, ça reste tout de même moins agile qu'une simulation classique, où finalement, de scénario en scénario, je vais pouvoir adapter, bien évidemment. La plateforme, mais finalement, on était relativement optimiste au début, et finalement, c'est là où on trime un peu, mais ce n'est pas lié spécifiquement à la réalité 360. C'est tout simplement qu'on est assez exigeant sur les objectifs pédagogiques que nous voulons avoir en termes de résultats et de traçabilité des données. Et là, du coup, avec le prestataire, ça prend plus de temps que prévu. Les scénarios, c'est la base de la simulation, donc c'est un impact bien sûr majeur en termes de pertinence lors de leur écriture pour les situations à risque. D'où évidemment, donc là, il avait vraiment anesthésiste, infirmière, anesthésiste, les différentes équipes pour essayer vraiment d'avoir de l'intelligence collective. Et par contre, ce qui est encore plus important qu'une simulation, je dirais, classique, c'est le côté rigueur, étant donné que quand on filme, c'est vraiment comme dans un film à Hollywood, il faut être sûr que tout est à sa place. Parce qu'ensuite, ça sera beaucoup plus dur de l'intégrer. On peut toujours faire des Photoshop, des choses comme ça, mais il faut vraiment être super précis pour le matériel, la précision, être sûr que ça ne bouge pas si on fait plusieurs séquences. Donc, c'est la rigueur simulation classique, plus les contraintes vidéo. Le côté quiz, ça a l'air simple et pas du tout. En termes de difficulté, finalement, heureusement, c'est ensuite relativement souple à changer. Mais sur quoi on se base, étant donné qu'on va viser un public relativement large, contrairement aux séances de simulation où on peut faire vraiment des évaluations adaptées à la maturité du groupe qui va suivre la séance. Là, par définition, si on se base sur un échantillon, sur un établissement entier, voire plusieurs établissements, c'est difficile de mettre un niveau de difficulté. On a beaucoup réfléchi là-dessus. En termes de précision des termes, de formulation non ambiguë, l'idée, c'est qu'on ne met que des erreurs. Mais du coup, moi, je suis pressenti que dès que je clique, j'ai une erreur et je vais trouver l'origine. Mais finalement, l'idée, c'est est-ce que je vais mettre des erreurs ou pas partout? Le niveau de certitude. Donc, l'objectif, c'était de se dire, finalement, est-ce qu'on va pouvoir aussi coupler, je réponds A, mais est-ce que je suis sûr de moi ou pas?
Et du coup, ça revient sur les contraintes techniques de la plateforme. Donc, toutes les questions qui se posent, et Jean-Claude en a parlé largement, si finalement, quand on va le mettre vraiment à grande échelle, ça a été fait lors de plusieurs congrès, mais maintenant, si on le fait, on attend de manière bien sûr impatiente le retour des formateurs, des apprenants. La place du débriefing, comment c'est fait, étant donné que nous, on va gérer la plateforme, mais de toute façon, il faudra des formateurs, je dirais, in situ au niveau de l'établissement. L'intégration au niveau de Continuum, je vous l'ai présenté, on l'avait vu aussi avec la première intervention. Clairement, on se positionne formation initiale, notamment IBODIAD, et formation continue. Un déploiement à l'échelle d'un établissement, voire d'un territoire, comme on l'a vu en Bretagne, en Normandie, où j'ai acheté, parce que ça peut être aussi intéressant de pouvoir échanger dessus et de coupler ensuite avec des regards croisés. Et aussi, le gros enjeu, finalement, c'est tout ce qui est exploitation de la base de données pour amorcer le cercle vertueux que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, finalement, le futur, c'est donc finaliser toute cette partie, intégrer et voir, parce que maintenant, la technique est capable de le faire, un tout petit peu amorcer tout ce qui est facteur humain organisationnel, la partie stress, par exemple, au bout de 30 secondes, faire apparaître des erreurs, faire du bruit, des alarmes, etc. Donc, ça ne sera jamais aussi bien qu'une situation réelle. Mais voilà, on commence à réfléchir déjà, donc ça, c'est la phase 2. On va intégrer d'autres modules qui vont arriver, étant donné que l'objectif à la fin, c'est vraiment d'avoir une plateforme, un peu comme la plateforme Fun qui héberge tous les MOOC, c'est vraiment une plateforme 360, pas que nous. L'objectif, c'est que ce soit bien sûr ouvert et pour qu'on puisse ensuite plugger différents modules 360. Donc, en synthèse, la réalité virtuelle plus la plateforme e-learning, ça nous semble vraiment important pour les formateurs et pour les apprenants. Ça nécessite, au-delà des bonnes pratiques de simulation, qu'il faut bien sûr respecter une méthodologie très rigoureuse, encore plus que d'habitude. Bien sûr, des compétences multidisciplinaires, parce qu'on travaille de manière très, très étroite avec ceux qui filment pour intégrer ensuite les images. Donc là aussi, c'est des prestataires fondamentaux. Et à compléter, ensuite, on l'a vu, à quelle place de Continuum, ensuite dans la vraie vie, avec des séances de simulation classiques et qui sont indispensables pour tout ce qui est travail en équipe, par exemple. Donc, vous l'avez compris, on est plusieurs dessus. Donc là, je vous ai mis le copil, donc, notamment anesthésistes et pharmaciens de différents établissements. Il y a Nice, il y a Grenoble, il y a la Paix. Et au-delà, un grand merci, bien évidemment, à tous ceux qui ont pris du temps. Donc, vous avez les équipes, à la fois anesthésie, on a les patients du CHU de Nice, on a les différentes équipes, tout ce qui est équipe d'hygiène du CHU, mais aussi toute l'équipe de CEPIAS, Nouvelle-Aquitaine, qui ont été vraiment, qui ont piloté le projet de leur volet. Nous, ce n'est pas notre domaine d'expertise. Les équipes d'Omedit, l'équipe VRV, donc ça, c'est l'équipe qui nous a fait tout ce qui était 360, et la direction du CHU de Nice pour leur soutien, y compris financier. Je crois que j'ai fini. Après. Alors oui, voilà. Voilà. Un grand merci en tout cas pour ces échanges. Et petite parenthèse, même si je suis un touriste dans cette région, tout ce que vous faites, c'est vraiment impressionnant en termes de pertinence et de quantité. Voilà. Je referme. Merci beaucoup à vous pour ce partage d'expérience. Et du coup, je vous propose de passer aux questions. N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir vos micros pour poser des questions à nos deux intervenants du jour. Alors, qui se lance? Alors, du coup, je me le lance moi, mais c'est plus une information en échange avec Jean-Claude. Sur la partie effectivement jumeaux numériques, ce qui est fait aussi en termes de simulation, c'était la partie, par exemple, gestion des flux pour les situations sanitaires exceptionnelles ou les flux d'urgence. Alors, ce n'est pas une formation des professionnels de santé, mais ça touche le système de santé. C'est vrai qu'à l'école des mines de Saint-Étienne, il y en a d'autres qui arrivent à faire des trucs quand même assez impressionnants en termes de jumeaux numériques d'hôpital. Oui, tout à fait. On a plusieurs exemples, en particulier en chirurgie vasculaire. Enfin, je pense à ça. Les équipes de Saint-Étienne, tu as cité, en effet, travaillent beaucoup là-dessus. Et moi, je crois que là, c'est une des orientations extrêmement importantes, mais pas seulement, et tu l'as dit, Rémi, pas seulement pour les aspects techniques, il y a aussi pour le management, pour des jumeaux numériques, de services, voire d'hôpitaux entiers. Et moi, dans mon petit papier, là, je parle de l'industrie nucléaire où tous les gens sont formés sur un réacteur numérique, en fait. Ils sont formés là-dessus.
et avec des résultats, semble-t-il, extrêmement intéressants. Et eux, évidemment, pour eux, c'est extrêmement intéressant, puisqu'il y a beaucoup moins de risques, il y a beaucoup moins de coûts aussi, bien sûr. Hein. Donc, non, c'est jumeau numérique. Alors, et on le trouve maintenant un peu partout. De toute façon, je l'évoquais tout à l'heure, mais ça, c'est que le jumeau numérique, nous avons tous des jumeaux numériques aujourd'hui, hein, puisque j'évoquais Netflix tout à l'heure, par exemple. Je ne sais pas si tu as Netflix, Rémi, mais ils savent tout de nous, ils savent tout de notre famille, etc. Alors, tu rajoutes ça, les dossiers médicaux, etc., les dossiers bancaires, etc. Donc, on a tous un jumeau numérique. Voilà, bon, ça, c'est une remarque intéressante. On est tous conscients de ça. Maintenant, en médecine, je crois que cette technologie va pouvoir… J'ai vu des choses en particulier en termes de thérapeutique anticancéreuse, hein, chimiothérapie. Ils essaient, toi tu dois connaître ça, Rémi, ils essaient des chimiothérapies en fait, sur le jumeau numérique pour voir la tolérance. Je ne sais pas si tu dois connaître ça sûrement. Et ça aussi, ça m'a paru être quelque chose d'assez incroyable. La personnalisation des soins à travers le jumeau numérique. Et en chirurgie, en effet, ça commence aussi. Je parlais des prothèses vasculaires, mais les prothèses orthopédiques, pareil, etc. Et ils s'entraînent avant en réalité virtuelle pour telle ou telle prothèse, etc., voir si ça va marcher, s'il y avait une bonne compatibilité, etc. Donc ça existe déjà en pratique, puisque à Strasbourg, je parlais de l'IRCAD de Strasbourg, où pour les tumeurs du foie, par exemple, ils opèrent en virtuel avant, dans les cas complexes, sur un jumeau numérique, quoi, quasiment. Hein. C'est un jumeau numérique. Donc voilà, mais peut-être il y a des questions moins futuristes. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend très bien. Alors, je suis Anne Goni, je suis vétérinaire à l'école vétérinaire d'Oniris. J'écoute tout ça. Enfin, je vous remercie pour ces deux présentations qui sont vraiment extrêmement intéressantes et qui ouvrent vraiment des perspectives sensationnelles. Par rapport à la deuxième conférence, je me demandais si vous aviez déjà envisagé de réaliser ce type de vidéos, d'approche maison, j'ai envie de dire, avec des vidéos qui soient réalisées par l'équipe elle-même, plutôt que de faire appel à un prestataire. Parce que là, vous comprenez bien que sur des… Enfin, nous, on ne joue pas dans les mêmes eaux sur le plan du budget, bien sûr. Et je pense qu'il y a quand même certains modules sur des plateformes comme Moodle associés à des vidéos qui doivent pouvoir donner des résultats un peu équivalents ou des logiciels d'animation. Est-ce que vous avez déjà envisagé ces pistes-là et qu'est-ce que ça a donné si vous l'avez fait? Alors, c'est vrai que côté plateforme d'e-learning, on a voulu faire… alors, Moodle serait quasiment capable de le faire. Hein, en tant que tel, il est très puissant. La seule difficulté, c'était de capter finalement ce que j'ai appelé les points d'intérêt, c'est-à-dire les réponses par rapport à une vidéo, que ça alimente directement la plateforme d'e-learning. Donc, mais autrement, de toute façon, c'est compatible. Donc, on peut effectivement ensuite transférer sur Moodle. Le côté film, effectivement, hein, on a des caméras 360 qu'on peut acheter très, très facilement. Tout dépend en fait le niveau de précision que vous voulez en fait. Là, l'idée c'était d'avoir une très bonne qualité parce qu'en fait, on peut zoomer de manière très fine pour regarder les tickets de médicaments ou des choses comme ça. Si maintenant le fait c'est juste un environnement de recréer un bloc veto, ça suffit largement. Effectivement, vous pouvez le faire, je dirais maison. Maintenant, il a des logiciels, effectivement, comme vous citez, très, très accessibles par rapport à ça. Et finalement, le côté captation, ils sont restés 2 jours et demi, mais du coup, vous avez vu qu'il y avait plusieurs parcours au bloc opératoire. Donc, suivant la taille, ça va relativement vite et généralement, ce n'est pas ça ensuite qui freine par rapport à ça. Mais effectivement, on peut le faire de manière maison, entre guillemets, c'est envisageable. D'accord. Et le budget, vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas retenu. Là, grosso modo, vraiment que la vidéo, c'était 5 000, mais le coût, par contre, c'était tout ce qui était développement de la plateforme d'e-learning. Donc, vous voyez, ça reste… on a fait le même truc en centre environnement. Donc, on a fait Nice intérieur. Donc, on a numérisé toute une maison pour faire la qualité de l'air intérieur et des perturbateurs endocriniens, plus l'extérieur. On arrive toujours entre 3 et 5 000. Mais finalement, le temps passé,
ça gagne par rapport si on le faisait nous, quoi. Voilà. En fait, tout dépend le niveau de précision. Autrement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et Moodle est tout à fait adapté à la plateforme e-learning. Tout à fait. D'accord, donc en fait, c'est plus du temps, quoi. Enfin, bon, ça revient aussi avec de l'argent, mais c'est plus du temps. C'est ça. D'accord, ok, merci beaucoup. De rien. Et le cahier des charges, Rémi, c'est toi qui as tout écrit, les scénarios Non, ça a été un travail d'équipe, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le cahier des charges, en fait, on avait… Combien de temps vous avez mis? Ah, longtemps, hein. Ouais. On a mis bien plus que 6 mois à faire les différents scénarios, parce qu'il faut vraiment être très précis, parce que le jour du tournage, il faut que ça soit hyper précis. Oui, et là, on a tourné l'été dernier. Souviens-toi, l'été dernier. On a fait en juin, et vous voyez qu'on est en avril, et on est toujours sur la partie QCM et autres. Mais comme je vous le disais, on était plutôt freiné pour le côté plateforme. Mais oui. non, c'est long. Hein. Ça fait quasiment un projet, même si on avait tout concentré, une bonne année quand même. Et tu as déjà fait des évaluations sur certains tests? Pas encore, peut-être? Alors, ça a été fait dans un congrès d'infirmières anesthésistes. Là, il y a Antonia qui va le réutiliser. Simon Rodier l'a testé aussi auprès d'une école d'IBOD. Donc là, on commence à voir effectivement les premiers retours qui sont, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a le côté un peu ludique, entre guillemets, ou innovant, qui plaît bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment effectivement le côté projection. Et par contre, ce que tu disais dans l'échelle niveau 2, niveau 3 de Kilpatrick, si vraiment on l'utilise et juste après, on peut faire les observations au niveau du bloc. Oui. Voilà, ça peut tendre aussi une évaluation en 2-3. Voilà. Moi, dans un secteur précis, comme vous l'avez fait au bloc opératoire, je pense que les résultats, en effet, peuvent être assez intéressants. Je pense au réglage des respirateurs, au pouce-seringue, etc. Ça me paraît super important. Si on couple avec une observation directe, du coup, là, ça peut être pertinent d'avoir un vrai programme de formation. On les forme, on fait quelques scénarios éventuellement pour communication au travail, mais par contre, si on a du personnel pour faire des observations directes, on se rapproche du niveau 3. D'accord. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, c'est un peu préoccupant parce que soit on n'a pas été clair, soit les gens ne sont pas d'accord, mais ils ne veulent pas le dire. Non? Si, moi, Marie-Claude Canton, je suis sur l'IFPS de La Roche-sur-Yon. Vous avez parlé du fait d'avoir qu'il faut avoir une formation assez importante, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que ce sont déjà des formations qui sont mises en place? Sur combien de temps? Avec le nerf de la guerre qui est le coût. Non, votre question est très intéressante. Non, je crois que vous avez compris ce que je vous ai dit. Hein. C'est un projet que j'ai décrit là. Il va rentrer dans le cadre de la Haute Autorité de Santé, peut-être même au-delà. Donc, pour l'instant, les gens parlent en effet… vous voyez, par exemple, Rémi est précurseur dans ça, mais il faut absolument que… Tout le monde ne veut pas se lancer là-dedans demain, quoi. Ça, c'est clair. Mais la formation ne sera pas… Non, je ne pense pas qu'elle sera complexe. Je crois qu'elle s'intégrera dans la formation existante, dans les DU, dans les attestations. Mais seulement, par contre, je crois qu'il faut bien connaître les technologies du numérique quand même, comme on l'avait dit. Vous voyez le temps qu'évoquait Rémi là, pour intégrer, pour faire les scénarios, pour écrire les scénarios. Alors, le problème, voyez-vous, alors, il y a deux hypothèses. Soit, en effet, on se forme nous-mêmes. Moi, je vois que la solution est au milieu. Soit on demande tout aux industriels, et ça, c'est à haut risque, et ça va vous coûter cher. Soit on fait tout soi-même, un peu comme décrit Rémi, mais vous voyez, c'est 1 an, voire plus, avec beaucoup de temps passé, avec des gens qui sont déjà débordés. Soit que la vérité est sans doute au milieu. C'est-à-dire qu'il faut se faire aider, probablement, mais bien connaître, pour répondre précisément à votre question, bien connaître la méthodologie de la simulation. En particulier, et Rémi l'a aussi évoqué, le débriefing, quoi. Le débriefing du numérique, j'ai peur que ce soit un peu… On passe assez vite là-dessus parce que beaucoup d'applications numériques donnent déjà des feedbacks, donnent des corrigés, etc. Et ça, donc, il faut absolument faire très attention à ça parce qu'il faut absolument que chaque apprenant soit
soient entourés, cocoonés, et puis les améliorations, parce que dans les débriefings classiques, on propose des améliorations. Là, il n'y a pas forcément des... On dit on s'est trompé, on a fait telle erreur, mais comment on peut s'améliorer? Et ça, aujourd'hui encore, c'est des échanges avec le formateur. Enfin, rassurez-vous, Madame Breton, non, ça ne sera pas une formation chère, spécifique, etc. Il faut simplement bien connaître. Je parlais du cahier des charges, par exemple. Ça, je vais voir ça avec la HAS en particulier, mais il faut que les cahiers des charges, il faut des cahiers des charges type, et puis pour discuter avec les industriels, et puis connaître quand même en effet. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette taxonomie de la simulation numérique, parce que vous avez vu le nombre de choses différentes qu'on observe aujourd'hui, et il faut que ça soit classé, ça. Il faut Oui. Qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qui est le plus efficace. Enfin, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, j'en ai une autre. Donc moi, je suis formateur sur un IFSI et on est plusieurs à être présents aujourd'hui à cette rencontre, à cette visio-rencontre. Nous sommes à un IFSI où on a beaucoup d'étudiants. Est-ce que la simulation en numérique aurait un avantage sur des grands groupes? Oui. C'est-à-dire que nous, la simulation en présentiel, c'est compliqué quand on est plus de 200. Voilà, ma question tourne autour de ça. Est-ce qu'effectivement, quels sont les avantages en termes de planification et de temps étudiant? Est-ce que vous avez déjà pu réfléchir, penser Alors, dans la petite expérience que j'ai, je crois que oui, ça a un intérêt pour les grands nombres, et ça a été montré. Hein, on a parlé de beaucoup d'exemples. Le problème, quand même, c'est qu'il faut un mix de tout ça. C'est-à-dire que, c'est l'intégration, ce que je disais dans mon schéma, là, et que Rémi en a parlé aussi, c'est où est-ce qu'on intègre la simulation numérique dans le parcours de l'étudiant. Oui. Bon, je crois que, par exemple, au départ, il peut faire la simulation numérique, enfin l'application numérique seule, si c'est quelque chose de simple, avec une évaluation simple, etc. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus, je crois qu'il faut aussi des contrôles indiscutables, ça vous savez bien. Donc, à partir d'un moment, il faut associer la formation peut-être classique et la formation numérique, faire un bilan avec l'étudiant. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a appris? Comment il est évalué? Et justement, dans ce qui est intéressant aussi dans la plateforme qu'évoquait Rémi, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir aussi des éléments factuels. Et je ne vais pas montrer là, mais j'ai des résultats d'évaluation de simulation numérique qui sont extrêmement intéressants. On peut faire beaucoup de choses, hein, comme tout en numérique aujourd'hui. Et je crois que ce qui t'importe de définir aujourd'hui, et c'est ça un peu mon objectif, c'est à différentes étapes. Première année, par exemple, deuxième année, enfin, je dis n'importe quoi, et à la fin, comment on intègre ça, qu'est-ce qu'on leur fait faire, est-ce qu'on fait un mixte après de réalité virtuelle et de réalité de la vraie vie. Vous voyez, tout ça, c'est à discuter. Alors, ce qui me fait, ça, j'avais vécu ça aussi pour la simulation il y a 10-15 ans, les gens faisaient un peu comme ils pensaient bien, quoi. Et moi, ce que je souhaiterais, vous avez bien compris, c'est qu'il n'y ait pas un schéma hyper précis, mais qu'on ait au moins des repères, si vous voulez. Des repères assez précis, à quel moment on évalue, à quel moment on fait du virtuel. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de réponse précise, mais pardon, allez, excusez-moi. Et lorsque vous parlez d'évaluation, vous parlez d'évaluation normative ou d'évaluation formative, ou voire les deux? Les deux, je pense qu'il faut les deux, absolument. Ah oui, il faut les deux. Mais alors, justement, avec le numérique, vous pouvez faire des choses vraiment, comme je vous disais, des courbes, Rémi l'a évoqué aussi, hein. Vous pouvez faire des courbes d'apprentissage, vous pouvez faire tout ça, et vous voyez très vite les faiblesses aussi de certains étudiants, ça se voit très vite. Et ça alors les formateurs expérimentés s'en aperçoivent très rapidement. Mais quand vous avez un grand nombre, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois que les deux associés permettent, vous savez, le numérique aujourd'hui permet quand même de s'apercevoir de pas mal de choses, hein. Et d'ailleurs, je pense que
dans la vraie vie de tous les jours, on l'évoquait encore hier, si on utilisait le numérique dans les établissements hospitaliers de façon plus évaluative, on aurait moi, je suis étonné de voir le manque d'évaluation factuelle, si vous voulez, de nos établissements, de nos enseignements même aussi, hein, indiscutablement. Hein. Et comment peut-on s'améliorer? Et ça, il nous faut des choses très précises, très factuelles. Je vous remercie. Non, je vous en prie, madame. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement qu'on pourrait prendre aujourd'hui? Juste, Céline Longo, bonjour. Pour alimenter un petit peu ce qui vient d'être dit et peut-être sur l'évaluation, ce qui manque, je trouve, dans l'évaluation numérique, c'est le côté réflexif. Oui. Et du coup, quand on est sur de l'évaluation formative, c'est vrai qu'on va avoir des résultats et on va avoir un feedback, mais on n'aura pas le cheminement de pensée de l'étudiant pour savoir ce qui l'a conduit à l'erreur. Complètement. Alors, je vous rejoins tout à fait. C'est pour ça que... Alors, ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir, mais c'est pour ça qu'il faut à tout prix un débriefing à un moment donné avec un formateur. Vous avez parfaitement raison, bien sûr. Et c'est là peut-être la limite du coup de l'utilisation en grand groupe où il va être difficile d'aller débriefer chaque étudiant individuellement finalement. C'est pour ça qu'on disait avec Mme Canton, là, il faut absolument que il ne faut pas laisser l'étudiant l'apprenant tout seul avec son ordi, quoi. Il faut absolument qu'il rencontre le formateur et qu'il y ait ces échanges humains aujourd'hui indispensables. Vous savez qu'il y a des travaux aujourd'hui, en particulier par les Canadiens justement aussi, qui travaillent sur justement l'activité cérébrale au moment d'un débriefing réflectif, par exemple. C'est assez étonnant. Mais bon, ça, c'est le futur. Mais votre remarque est importante, bien sûr. Bon, eh bien, je vous propose de clôturer là ce rendez-vous simulation. Je vous remercie vraiment chaleureusement à tous d'avoir participé déjà et bien sûr au professeur Grand-Henri et au docteur Collomb pour leur intervention. Et nous sommes ravis, docteur Collomb, que la visioconférence puisse nous permettre de faire facilement tous ces kilomètres, ce qui nous a permis de vous accueillir aujourd'hui. Nous vous donnerons prochainement des nouvelles pour les prochains rendez-vous simulation. Donc, soyez à l'affût de vos boîtes mail avec newsletter. Et je vais lancer traditionnellement le petit sondage de fin de séance pour avoir le recueil de votre satisfaction. Donc, merci d'y répondre. Si vous avez 2 petites minutes, ça ne prend pas longtemps. Bon, oui. Eh bien, je pense que c'est bon.